Écoutez, Johanna va présenter, coprésidente du GERM, va présenter la séance. Puis si Julie a un mot à dire. Et puis J'aurai des questions surtout après, je pense. voilà, Jean-Philippe. Et puis on passera tout de suite au débat. Voilà. Et en tout cas, merci d'être venu. Donc c'est enregistré. Et donc ça sera sur la chaîne YouTube de la Cité Mémoire étudiante. Dans pas très longtemps, quand on aura fait le montage. Voilà, voilà. Donc, la parole à Johanna. Oui, alors, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là parmi nous pour celles et ceux qui sont parmi nous et surtout d'être là connectés. Désolée du coup pour les petits retards. Je voulais juste vous dire que si jamais il y a des personnes qui veulent pas être sur YouTube, voilà, qu'ils prennent contact avec nous, qu'ils nous le disent dans les chats et on trouvera une solution de faire un petit montage. Alors, déjà, c'est notre premier séminaire, d'où les petits soucis techniques pour trouver le bon équilibre toujours à se connecter, voir comment on va mettre caméra, etc., pour qu'on puisse quand même faire et tenir ces séminaires annuels du GIS à distance, enfin en hybride, à distance et en présentiel. Et on a du coup l'honneur de pouvoir commencer cette petite première séance de séminaire avec Kenza El Hadj Saïd. Je suis désolée si je prononce mal du coup. Parfait. Voilà, tu le prononceras mieux que moi sans doute, qu'elle va nous présenter sa recherche des doctorats en cours sur la co-construction de l'action contre la précarité étudiante, quelle est la place des organisations étudiantes pendant la crise sanitaire à Paris. On est du coup très, très heureuse et très heureux de pouvoir vous ou t'accueillir dans cette première séance. Du coup, c'est à toi. Et après, bien évidemment, on va faire aussi un tour de table si vous voulez bien, mais je pense que ce sera plutôt après ta présentation. Voilà. En avant. Hop. Couper ma vidéo pour la bande passante. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, c'est bon. OK. Eh bien, bonjour à toutes et tous. Je vous remercie de m'accueillir dans le cadre de ce séminaire et je remercie tout particulièrement Julie de m'avoir conviée à présenter devant vous une partie des résultats de ma thèse. Je m'excuse grandement de ne pas pouvoir présenter mes recherches en présentiel. Mais bon, en tout cas, j'espère que tout va bien se passer au niveau technique. Et donc, comme on le disait en introduction, mon intervention s'intitule donc la construction de l'action contre la précarité étudiante et quelle place des organisations étudiantes pendant la crise sanitaire à Paris. Pourquoi ça? Hop, voilà. Donc, pour contextualiser les choses, cette présentation entre dans le cadre de ma thèse CIFRE, réalisée conjointement depuis janvier 2020 à la ville de Paris et le laboratoire IREDU à l'Université de Bourgogne. Et ma thèse, plus généralement, s'intitule « Le rôle des grandes métropoles dans la lutte contre la précarité étudiante, étude de cas de la ville de Paris à l'aune de l'approche par équipabilité ». Bon, dans le cadre de cette présentation, je vais laisser de côté l'approche par équipabilité, c'est assez quand même complexe à définir et puis on n'aura sûrement pas trop le temps. Mais en tout cas, à propos de la jeunesse de cette thèse, celle-ci entre dans le cadre du projet de la ville de Paris nommé Ville Campus, qui a l'objectif d'améliorer l'attractivité et la mixité sociale à Paris auprès des étudiants nationaux et internationaux, et enfin d'identifier les déterminants d'accès et de réussite dans l'écosystème du supérieur à Paris. Et bon, je ne vais pas trop revenir là-dessus, mais en tout cas, ce que montrent quelques travaux de Leïla Frouillou et Myriam Baron, ces travaux montrent que l'Île-de-France est quand même une région bien spécifique en ce qu'il constitue un espace universitaire ségrégué. Mais en tout cas, l'avènement de la crise sanitaire et du confinement ont provoqué une évolution de mon sujet de thèse, dans la mesure où je me suis ensuite concentrée
plus finement sur l'action publique locale et la lutte contre la précarité étudiante. Et en l'espèce, je m'interroge sur le rôle des grandes métropoles dans la mise en œuvre de l'action publique locale et quels effets dernière sur les capacité, aussi appelées les libertés réelles des étudiants. Mais avant de vous présenter mes résultats sur la co-construction de l'action publique étudiante parisienne, je voulais revenir rapidement un peu sur ma méthodologie d'enquête de terrain et ce qu'on entend aussi par précarité étudiante avec des éléments empiriques pour bien cadrer le sujet. Et ensuite, je vais vous parler de l'apparition d'une gouvernance locale de politique de vie étudiante. Concernant ma méthodologie, j'ai adopté une méthode mixte pour appréhender l'action publique contre la précarité étudiante et les facteurs qui amènent justement à cette précarité. Donc, tout d'abord, il y a eu une initiative où j'ai créé des indicateurs de précarité étudiante et évalué des dispositifs. Et enfin, une phase plus quantitative avec des entretiens avec des étudiants, mais aussi des acteurs locaux de la vie étudiante parisienne. Il y a aussi eu des observations à la ville de Paris, notamment dans le cadre de comité de pilotage. Et j'ai enfin réalisé une analyse des réseaux sociaux que je vais présenter tout à l'heure. Et je compte, dans cette thèse, réinterroger de nouveau les acteurs locaux et les étudiants avant la fin de cette thèse pour avoir aussi un aperçu et une comparaison post-crise sanitaire. Je vais passer à la précarité étudiante et ce qu'on entend par cela afin de cadrer le sujet. Donc, la définition de la précarité étudiante. Ah, ça c'est un peu décalé. C'est pas grave. Bon, donc, quelle précarité étudiante? Donc, un petit état des lieux. Depuis l'immolation d'Anaska et plus particulièrement le début de la crise sanitaire, la précarité dont les caractéristiques et sa population ont été quand même relativement invisibilisées auparavant, cette précarité a été mise à l'agenda des préoccupations du gouvernement, mais aussi mise sur le devant de la scène médiatique. Et cette précarité étudiante a non seulement un coût social, mais elle influence grandement l'avenir des étudiants et l'égalité des chances de réussir en enseignement. Et on peut définir la précarité comme l'absence d'une ou plusieurs des sécurités permettant aux personnes et aux familles d'assumer leurs responsabilités élémentaires et de jouir de leurs droits fondamentaux. Et cette insécurité de cette précarité peut être plus ou moins étendue et avoir des conséquences plus ou moins graves et définitives. Elle conduit souvent à une grande pauvreté quand elle affecte plusieurs domaines de l'existence, qu'elle tend à se prolonger aussi dans le temps et elle devient persistante. Et elle compromet aussi gravement les chances de reconquérir ses droits et de réassumer ses responsabilités par soi-même dans un avenir prévisible. La précarité étudiante se distingue donc de la pauvreté en ce qu'elle comprend un risque de connaître une situation de pauvreté et aussi une situation d'exclusion sociale. Et saisir la précarité étudiante est quand même une entreprise assez délicate dans la mesure où les revenus étudiants sont difficiles à quantifier pour une approche objective. Pourquoi? Tout simplement parce que les étudiants reçoivent souvent des aides familiales directes ou indirectes et sont en majorité dépendants des aides de l'État ou de leur famille ou encore d'un revenu issu d'une activité salariée. Et de plus, 39% des étudiants, selon l'OVE, déclarent ne percevoir aucun versement. Et par conséquent, l'étude de la précarité étudiante est plus aisée par le prisme d'une approche subjective, c'est-à-dire la mesure des conditions de vie, donc l'accès à la santé, à la culture, des conditions de logement décentes, une intégration sociale, mais aussi l'absence de privation de nourriture, etc. Il faut alors, quand on adopte cette approche subjective, définir ce que sont de bonnes conditions essentielles à la vie étudiante. Donc, par exemple, est-ce que l'absence de vie sociale étudiante en dehors des cours est-il un indicateur de précarité ou en tout cas d'isolement social? Et l'approche subjective, avec donc une auto-évaluation de ses propres conditions de vie, peut permettre d'avoir des éléments sur la perception de sa vulnérabilité. Ainsi, 30% des étudiants jugent leurs ressources financières insuffisantes pour avoir un niveau de vie confortable
et 21% connaissent des difficultés financières importantes ou très importantes. Il faut savoir que pendant le premier confinement, c'était 33% qui ont connu des difficultés financières importantes ou très importantes. Bon, il y a plusieurs explications possibles, hein. Tout d'abord, les bourses sur critères sociaux qui concernent 38% des étudiants ne suffisent pas à couvrir l'ensemble des besoins des étudiants qui en bénéficient. Et dans un rapport remis par l'Inspection générale des affaires sociales en 2015, il est aussi souligné que 19%, soit à peu près un étudiant sur 5, vivent sous le seuil de pauvreté. Et ce faible budget et la hausse des dépenses contraintes, on sait, hein, se loger coûte de plus en plus cher, notamment en raison de la pénurie de logements Crous, notamment. Cette hausse des dépenses contraintes et ce faible budget oblige 46% des étudiants à avoir une activité rémunérée. Et on sait aussi que le salariat étudiant diminue les chances de réussite, car le temps consacré aux études s'amenuise à mesure que les heures de travail augmentent. Il y a un seuil de 20 heures à peu près par semaine. Et ce salariat étudiant concerne aussi les étudiants qui ne rentrent pas dans les critères de l'aide publique, notamment du Crous, et qui ne bénéficient d'aucun soutien familial. Et ainsi, les besoins des étudiants étant très rarement couverts par les financements publics, les transferts familiaux deviennent primordiaux pour éviter de devoir mener une activité salariée. Et par transfert, on entend une somme d'argent versée régulièrement par les parents ou des dons en nature, comme de la nourriture, par exemple. Et ces transferts familiaux sont généralement absents dans les familles d'origine populaire, ce qui oblige les étudiants qui sont concernés à trouver d'autres moyens pour subvenir à leurs besoins. Et toujours selon l'OVE, seuls 43% des étudiants déclarent disposer d'assez d'argent pour subvenir à leurs besoins en comptant les transferts familiaux. Cela peut aussi contraindre des étudiants à contracter des prêts étudiants. C'est loin d'être la même situation qu'aux États-Unis, mais l'endettement des étudiants français augmente peu à peu au fil des années. Ils sont par exemple 11% en école de commerce, 6% en école d'ingénieur, 4,5% à l'université. Et de ce fait, l'évitement de la précarité étudiante est lié aussi à la capacité pour les familles de soutenir leurs enfants étudiants. Et par conséquent, l'insécurité économique est inhérente à la condition étudiante, même si on ne peut pas parler quand même d'une façon homogène d'être étudiant. Mais également, cette condition étudiante peut être d'autant mal vécue par les étudiants d'origine populaire qui subissent la violence symbolique dans l'enseignement supérieur et qui peuvent ne pas se sentir à leur place dans ce milieu académique universitaire. Et donc, pour pallier ces inégalités sociales, l'État doit se montrer présent dans un souci d'équité. Je reviendrai sur l'État social et le rôle des organisations étudiantes plus tard. Je dois juste revenir avant à la crise sanitaire et un état des lieux sur la précarité étudiante durant cette période. Je vous ai présenté quelques chiffres sur l'état actuel des vulnérabilités estudiantines financières. Je vais désormais me consacrer sur la fragilisation psychologique des étudiants, induite par une fragilité intrinsèque à la condition étudiante, mais aussi induite par la crise sanitaire. On sait aussi, les étudiants sont quand même dans une phase transitoire entre l'adolescence et on va dire l'âge adulte, ou tout du moins l'entrée dans la vie active, et sont vulnérables financièrement par essence. On parle de coûts d'opportunité de faire des études en enseignement supérieur. Je l'avais dit aussi, sont à la fois dépendants d'aide financière de l'État et ils peuvent être dépendants d'une activité salariée pour subvenir aux dépenses contraintes, mais aussi de loisirs. Et il y a également une fragilité psychologique, puisqu'il y a une incertitude sur l'avenir, exacerbée avec la crise sanitaire et le contexte économique, et l'état aussi du marché du travail qui n'est pas tendre quand même avec les jeunes. Et cette inquiétude a nourri les communs sociaux, autrement appelés l'auto-organisation des étudiants, pour améliorer leur quotidien. Et c'est pour cela que j'ai souhaité aussi revenir là-dessus et faire un état des lieux rapide. Donc, quel ressenti des étudiants pendant la crise sanitaire? L'expérience étudiante a été profondément bouleversée par la crise sanitaire et les confinements successifs. Il y a eu des pertes d'emploi, la continuité pédagogique à distance et la fermeture des lieux de socialisation et l'incertitude de l'avenir qui ont largement contribué à générer un climat anxiogène qui a eu des répercussions sur la santé mentale des jeunes.
L'insécurité financière et sociale a donc rompu les sociabilités propres à la vie étudiante. Et je vais vous présenter quelques effets. Donc, il y a des inégalités genrées. Les jeunes femmes seraient moins optimistes pour leur avenir professionnel et les étudiantes ont en général moins confiance en elles et en leur avenir que les hommes. Concernant la crise sanitaire en elle-même, les femmes sont plus inquiètes par les effets de cette crise, concernant par exemple la continuité pédagogique ou les charges domestiques qui leur incombent. Les effets sont aussi inégaux du genre, puisqu'elles sont aussi plus connues d'arrêts contraints de leur job étudiant et ont dû aussi renoncer plus grandement à des soins médicaux pour des questions financières. Et ces inégalités genrées se combinent à des inégalités sociales. Les boursiers connaissent plus de fragilité psychologique, en plus d'une perte de job étudiant et de revenus complémentaires. Ces étudiants boursiers subissent aussi plus grandement les effets du déconfinement, couplés à une situation de précarité ou encore une perte d'autonomie pour ceux qui sont rentrés au domicile parental. Et la précarité engendre une charge mentale importante, puisqu'il faut sans cesse être à la recherche de solutions pour s'en sortir, et cela n'est pas sans conséquence sur la santé mentale. Et ces inégalités se combinent aussi avec une montée de l'inquiétude généralisée chez les étudiants concernant leur avenir personnel, mais aussi académique et professionnel, comme je disais, surtout dans un contexte économique délicat et l'état du marché du travail pour les jeunes. Je vais passer à l'analyse des réseaux sociaux que j'ai réalisé avec le langage Python. Et donc, c'était toujours dans une perspective des communs sociaux et de l'auto-organisation. Et j'ai réalisé une cartographie de l'inquiétude et de l'indignation des étudiants pendant la crise sanitaire. Comme je le disais, c'est dans ce contexte que la précarité étudiante a été mise à l'agenda et que les étudiants ont pris le pas sur les actions à mener pour aider leurs pairs qui étaient vulnérables. Je reviendrai sur cette pérédance tout à l'heure quand j'aborderai plus en détail les communs sociaux et sur les perspectives qu'elle induit en termes d'action sociale future et de la place des associations d'État-providence dans tout cela. Mais en tout cas, j'ai procédé à une analyse des sentiments donc avec Python, qui est une technique de machine learning pour appréhender cette inquiétude et pour cela, j'ai extrait les tweets avec le hashtag étudiant fantôme publiés pendant le premier confinement. Peut-être que vous le connaissez, ce hashtag est apparu pendant le printemps 2020 en raison du manque de mesures gouvernementales pour les étudiants en comparaison à d'autres catégories de la population. Et l'accentuation des étudiantes ont contribué aussi à ce sentiment d'abandon. Et ce hashtag a connu une forte mobilisation et a contribué à la prise de conscience de l'opinion publique de la précarité étudiante de plus en plus grandissante durant la crise sanitaire. On se rappelle de la médiatisation importante des distributions alimentaires à Paris et des reportages dans les chambres d'étudiants qui se sentaient isolés. Et ce hashtag était aussi une forme de mobilisation adaptée aux contraintes sanitaires et relativement inédite en comparaison d'occupation de lieux, grèves, blocages ou manifestations qui étaient impossibles à ce moment-là. Et aussi, pourquoi j'ai choisi ce hashtag étudiant fantôme, c'est parce que Twitter est l'un des réseaux sociaux les plus utilisés chez les jeunes et c'était un réseau social quand même idoine pour comprendre le vécu des étudiants avec une plus grande liberté d'opinion et moins d'autocensure par rapport à des recueils de données plus traditionnels comme les entretiens semi-directifs. Je ne reviens pas, qui est quand même assez compliqué. Je vais vous présenter un graphique, puis ensuite les cartes. Et dans ce graphique, c'est un graphique détaillé des émotions des personnes qui ont tweeté avec le hashtag. J'avais filtré sur la région Île-de-France. J'ai utilisé le modèle d'Ekman qui classe 6 émotions en positives et négatives et en fonction de la réaction attendue et de l'événement qu'elles vivent. Bon, le modèle d'Ekman est généralement identifié pour identifier des personnes. Par exemple, certaines recherches dans le domaine de l'analyse des sentiments ont adopté ce modèle pour classifier les émotions dans des textes générés dans des blogs, les réseaux sociaux ou les pages web, par exemple. Mais dans le cadre de cette recherche, j'ai adapté le modèle d'Ekman pour classer les émotions des étudiants. On voit ainsi que la colère et la peur prédominent, ce qui peut s'expliquer aisément par une montée des incertitudes, une peur de l'avenir, mais aussi du présent lorsqu'on est un étudiant vulnérable.
et aussi un sentiment d'abandon et d'isolement. Et viennent ensuite le dégoût et la tristesse. Voici la carte de la répartition de l'anxiété en Île-de-France en pourcentage. Vous avez la légende sur le côté. On voit que Paris et la Seine-Saint-Denis sont plus concernés, avec respectivement 23% pour Paris et 28% pour la Seine-Saint-Denis. Les départements les moins concernés sont les Hauts-de-Seine avec 4,9% et le Val-de-Marne avec 6,4%. On voit que la plupart des départements, j'ai envie de dire, moins favorisés, si on exclut Paris, sont les plus touchés par l'anxiété. J'ai cité la Seine-Saint-Denis, mais il y a aussi le Val d'Oise avec 11,7%. Paris s'explique aussi par la forte part de dépôts habitants et d'étudiants étrangers qui ont été largement très impactés par la crise sanitaire. Et il y a aussi un coût de la vie très élevé à Paris. Voici donc ensuite la carte de la répartition de l'indignation ou colère politique dans la région francilienne, donc toujours en pourcentage et toujours avec la légende sur le côté. Cela rejoint la notion de communs sociaux que j'ai abordée tout à l'heure. On voit aussi une dimension de l'engagement socialement et territorialement disparate. Ainsi, Paris représente 25,4%, alors que pour la Seine-et-Marne, c'est 4,10% et le Val-de-Marne, 5%. La Seine-Saint-Denis représente 19,2% et les Yvelines, 14,8%. Les raisons de cette disparité sont à creuser avec des analyses complémentaires. C'était vraiment quelque chose d'assez préliminaire, mais peut-être qu'une piste clivage favorisé-défavorisé peut être une hypothèse, mais en tout cas, cela n'explique pas le pourcentage de la Seine-Saint-Denis. Et dans l'histoire de l'aide sociale, pour prolonger cette carte, il y a la préservation de l'ordre public qui est sous-jacent. Le fait d'avoir une de jeunes politiquement engagés, capables de s'organiser et qui sont proches des lieux de pouvoir peut inquiéter. Et en termes de régulation de l'ordre public, les étudiants peuvent être craints en raison des grandes manifestations non appel, des blocages, etc. Donc cette indignation et ce hashtag cathartique qui ont provoqué une réaction du gouvernement, même si elle était quand même assez minime par rapport à la part d'engagement des organisations étudiantes. Mais en tout cas, ce hashtag a participé à la médiatisation de la situation des étudiants. Après avoir cadré ce qu'on entend par précarité étudiante, je vais passer à l'action publique locale de vie étudiante et pourquoi l'échelon local est de plus en plus présent lorsqu'on aborde les politiques d'enseignement supérieur. Donc, le saisissement d'une problématique sociale par des acteurs locaux permet un éclairage nouveau eu égard les enjeux territoriaux et des ressources à disposition. Ce paradigme de nouveaux modes d'action déplace le regard sur les réseaux d'acteurs réunissant donc collectivités territoriales, organismes et associations. Il y a ainsi une redistribution des compétences à laquelle s'encastrent les questions de financement et de coordination efficace. La territorialisation appelle à une redéfinition des relations verticales entre les acteurs et les relations horizontales entre les collectivités partageant un même espace de problématiques afin de parvenir à une synergie d'action. Et donc, pour s'éloigner d'une vision plutôt stade-centrée de l'action publique, il est ainsi nécessaire de la décloisonner et mobiliser un ensemble d'acteurs qui ne partagent pas forcément le même corpus de normes afin de recueillir un maximum d'informations. Cela a pour conséquence le déplacement des lieux d'arbitrage qui étaient traditionnellement l'administration centrale vers de multiples centres décisionnels. Et ces acteurs doivent donc composer avec des objectifs parfois hétérogènes. Ils peuvent être partagés entre une envie de légitimité, de pouvoir et la nécessité de s'accommoder avec des acteurs privés qui ne possèdent parfois pas les codes de négociation en termes d'action publique. Et le processus de territorialisation est désormais amorcé dans le champ de la vie étudiante. C'est une politique de petits pas, mais ce processus vise à se rapprocher au plus près des besoins des étudiants et des spécificités locales de la ville d'études. Et on observe donc une multiplication des dispositifs locaux et une densification du maillage territorial, non sans difficulté de coordination et de lisibilité, et je reviendrai sur ça tout à l'heure. Et donc, cette division du travail de l'action publique étudiante est un terrain plutôt idoine pour les innovations sociales. Et ces innovations ont l'objectif de répondre à des lacunes institutionnelles
à l'aune de la satisfaction des besoins des administrés. Celles-ci peuvent être de plusieurs ordres, mais on peut citer par exemple, entre autres, un problème qui n'est pas encore identifié comme prioritaire par l'échelon national, par exemple une mesure compensatoire pour la perte des emplois étudiants, par exemple, ou encore les distributions alimentaires. Et par ailleurs, ces nouvelles initiatives locales permettent de rassembler et de multiplier des ressources nécessaires à la pleine satisfaction des besoins humains, tout en favorisant l'empowerment des populations pouvant être en marge des décisions politiques. La crise sanitaire en fut un exemple. L'aide sociale destinée aux étudiants est également à la charge des Crous, mais des initiatives associatives ont pris part dans le traitement de la précarité étudiante. Je vais donc tout d'abord passer à la présentation des dispositifs que la ville propose en partenariat avec des organismes et des associations pour que vous puissiez visualiser l'offre. Ce sont notamment des dispositifs sur lesquels je travaille pour ma thèse, notamment pour l'évaluation de ces dispositifs. Et ensuite, je vais passer à la réalisation étudiante. Donc, de quel dispositif on parle à la ville de Paris? Donc, on a vu qu'il y avait un accroissement de la situation sanitaire et sociale des étudiants qui était déjà préoccupante avec la crise sanitaire, même si elle n'était pas aussi médiatisée. Par exemple, 20 000 demandes d'aide financière reçues par le Crous de Paris ont été lancées depuis le premier confinement. Et des solutions d'urgence sont proposées par la ville de Paris à un nombre croissant d'étudiants en situation de vulnérabilité. Par exemple, on a l'aide à l'installation au logement étudiant en partenariat avec le Crous de Paris, mais qui existait déjà avant la crise sanitaire, mais qui a été maintenue pendant celle-ci. On va se concentrer notamment sur ça, sur le dispositif d'aide alimentaire dédié au public étudiant. Par exemple, les distributions alimentaires mises en œuvre par les associations en partenariat avec la ville de Paris distribuent environ, toujours actuellement, 2250 colis par semaine, ce qui est énorme et préoccupant quant à la situation des étudiants parisiens. Et les étudiants étrangers sont très largement surreprésentés. Et pour rappel, un Parisien sur 10 est étudiant. Et peut-être que vous les connaissez, ces distributions sont notamment organisées par Copain ou Linky, et qui proposent une distribution universelle, puisqu'il suffit de présenter uniquement sa carte étudiante pour y accéder, ce qui change des acteurs plus traditionnels, comme les Restos du Cœur ou le Secours populaire, qui, en amont, font un diagnostic social. Et ces associations sont toujours présentes pour les étudiants. On a aussi des services d'accompagnement complémentaires, donc l'accès aux soins, l'accès aux droits, la santé mentale, donc consultation de soutien psychologique, ou encore aide matérielle. Et la ville de Paris a également mis en place, suite au confinement, un comptoir étudiant qui concentre des services multiples assurés par des associations et institutions partenaires de la ville de Paris, pilotés et coordonnés par la Maison des étudiantes de la ville de Paris. L'objectif est de réunir en un seul endroit l'ensemble des acteurs agissant contre la précarité étudiante et le mal-être, le tout dans une démarche non stigmatisante en privilégiant l'orientation par les pairs. Ce lieu permet une prise en charge des étudiants dans les domaines suivants: précarité sociale, sanitaire, emploi, insertion professionnelle notamment. Et donc, cette prise en charge est globale et concerne l'ensemble des aspects de la vie étudiante et permet de lutter contre le non-recours en créant une sorte de guichet unique. Bon, ces mesures d'urgence sont indispensables, mais demeurent sur le moyen et long terme insuffisants, car il faut se concentrer plutôt sur les mesures préventives plutôt que curatives. On peut voir d'emblée, avec cette présentation, que les associations sont un socle important sur lequel la commune compte pour lutter contre la précarité étudiante, dans une optique de co-construction et de partenariat. Et dans ce contexte, quelle place ont les organisations étudiantes, entendues comme associations, mais aussi syndicats? Mais je vais plus me concentrer sur les associations, cette action publique de la ville parisienne. Donc, concernant la genèse de l'action publique de lutte contre la précarité étudiante durant la crise sanitaire, celle-ci est très intéressante à étudier à Paris. J'ai donc mené des entretiens semi-directifs avec les acteurs locaux dont je parlais tout à l'heure, et aussi participé à des réunions de pilotage pour retracer cette genèse. Je parlais tout à l'heure de la croissance des innovations sociales et de la division du travail de l'action publique.
pour répondre à des lacunes institutionnelles à l'aune de la satisfaction de besoins des administrés. On est en plein dedans et c'est quelque chose qui est vraiment en lien avec les communs sociaux et l'importance des organisations que je vais aborder tout à l'heure. Et lors de mon travail d'enquête, j'ai pu m'apercevoir que les initiatives n'étaient pas au commencement lancées par la ville de Paris, mais bien par les associations, et celles-ci sont la clé de l'action sociale pendant la crise sanitaire. Et la mise à l'agenda de la précarité étudiante et l'indignation des étudiants ont été le catalyseur des distributions alimentaires dont on a tant parlé. Ces associations l'ont fait car ce Noël, il n'y avait pas d'autre alternative pour aider les étudiants en détresse. Comme je disais, c'est encore aujourd'hui 2250 colis qui sont distribués de manière hebdomadaire. Et lorsque la ville de Paris a pris connaissance de ce type d'initiative, elle a proposé à ces associations de déployer ces initiatives et les solliciter pour voir quelles réponses ces associations pouvaient apporter face au jeu de la hausse de la précarité étudiante pendant la crise. Et une association, donc je ne vais pas citer, voilà, a même déclaré que c'était leur devoir et de mettre en œuvre des distributions alimentaires, car justement, il n'y avait pas d'alternative étatique ou même locale concernant la précarité financière et alimentaire. Et je vous renvoie au hashtag dont je parlais tout à l'heure. Il y a donc eu, j'ai envie de dire, un reversement pyramidal du devoir de secours, même d'assistance des étudiants précaires. Celles-ci n'étaient pas dévolues à l'État ou encore aux collectivités territoriales. Ils n'ont pas pris à bras-le-corps cette question, on peut dire. Et ils ont subsidiarisé ce devoir de secours aux associations qui, certaines, sont essentiellement composées de services civiques ou de bénévoles en raison du manque de moyens. Et comment le tiers secteur peut-il assurer une mission, j'ai envie de dire, de service public lorsque les moyens ne suivent pas? Et je vais y revenir tout à l'heure. Mais en tout cas, la jeunesse de ces associations, viennent des associations elles-mêmes et la mise à l'agenda de cette précarité a incité la ville de Paris à contacter les associations. Et au niveau de l'aide matérielle et financière, la ville de Paris a mis à disposition des locaux de la ville à ces associations afin de répondre à cette mission plutôt de service public. Et la ville de Paris n'aide pas matériellement les associations dans le sens où elle ne prend pas en charge la distribution avec des agents, n'aide pas au transport, à la marchandise, etc. C'est vraiment un soutien logistique avec des subventions qui s'appellent des associations qui couvrent une partie du fonctionnement de celle-ci. Et la ville de Paris a également financé des études sur les distributions alimentaires, car il y avait un intérêt politique derrière, une démarche d'identification de la population étudiante précaire et de ciblage d'éventuels futurs dispositifs. Elle a aussi participé à des campagnes de communication. Je reviendrai dessus lorsque j'aborderai la question de l'État social et de la philanthropie. Bon, voilà en résumé la naissance des distributions alimentaires à Paris. Et lorsque je vais revenir sur l'auto-organisation des étudiants pour répondre à ce besoin social, je vais vous expliquer pourquoi s'appuyer presque seulement sur les initiatives privées pour lutter contre cette précarité représente un risque pour notre État social, ou notre État-providence, et aussi un risque pour nos politiques sociales. Mais avant cela, je vais consacrer une partie de ma présentation sur les risques de cette coordination qui reste nouvelle et fragile sur la prise en charge des étudiants. Concernant la coordination et le pilotage, comme je disais, la crise sanitaire a marqué l'entérinement d'un travail local multipartenarial pour agir contre la précarité étudiante. Et la coordination résultant de la mise en place de cette distribution alimentaire, on est l'exemple. Mais quels sont les effets de ce travail conjoint avec les acteurs locaux sur la trajectoire et les conditions de vie des étudiants? Et donc, comme je disais, les initiatives privées ont pris le pas sur l'action étatique au plus fort de la crise sanitaire. Les étudiants se sont alors mobilisés et rassemblés afin de répondre à la détresse financière des plus précaires et à l'inaction du gouvernement. En parallèle, comme je disais, subsistaient les acteurs institutionnels de la comme le Secours populaire, les Restos du Cœur ou encore le Crous, qui ont adapté leur dispositif aux étudiants vulnérables. Et donc, comme je disais, la ville de Paris a saisi cette opportunité afin d'esquisser coopération entre acteurs parisiens pour gagner en efficience. Et dans le cadre, comme je disais, d'un comité de pilotage, elle a apporté des moyens financiers comme les subventions ou logistiques afin d'avoir un maillage de distribution alimentaire sur le territoire. Bon, si ce travail conjoint a permis de répondre à l'urgence, le manque d'homogénéisation des pratiques pénalise l'accès aux droits sur le moyen terme.
Donc, la solution apportée ou la redirection vers des structures compétentes en la matière ne sera pas la même en fonction de l'interlocuteur, favorisant ainsi le non-recours. La liberté réelle de se faire aider pour répondre à des fonctionnements tels que se nourrir ou se loger décemment peut être absente s'il n'y a pas le même niveau d'information chez tout le personnel concerné. Il y a un feuille des initiatives de lutte qui affectent alors la lisibilité des aides existantes, au point que certains bénévoles ont rapporté avoir eu des dispositifs grâce aux étudiants rencontrés. Et donc, il a ainsi été décidé de créer un livrable avec toutes les informations, afin que toutes les parties prenantes aient le même niveau d'information. Et tout simplement aussi parce que ces personnes, ces bénévoles généralement, bon, qui n'avaient pas nécessairement le temps de réunir toutes les informations du premier coup, ces personnes rassemblaient au fur et à mesure les ressources, parfois difficilement accessibles, de leur côté dans une limite de temps restreinte. Et à ce niveau inégal d'information s'ajoute une norme subjective de la précarité qui est perceptible lors des entretiens avec les acteurs locaux. Cette norme est entre autres définie par le vécu des instigateurs des actions locales, mais aussi par les différentes contraintes budgétaires, fixant ainsi un certain périmètre de critères. Et donc, cette catégorisation de la précarité peut être due aux pratiques traditionnelles de l'association ou à la trajectoire personnelle des acteurs, comme certaines associations étudiantes qui considèrent que tout étudiant est précaire par essence et qui ont décidé de ne pas mettre de critères d'accès aux distributions alimentaires, si ce n'est la présentation d'une carte étudiante. Et ces critères différents ajoutent ainsi une difficulté supplémentaire pour l'accès aux dispositifs et peuvent ainsi décourager les étudiants sur un temps long. Par ailleurs, ce niveau d'information disparate s'explique par une transformation structurelle du secteur associatif. Alors que l'État s'engageait depuis 30 ans auprès des associations, son mode de fonctionnement a évolué depuis quelques années. Les politiques d'austérité se sont ressenties auprès d'elles, notamment par le biais de la réduction drastique des contrats aidés. Et de plus, l'État s'engage autrement auprès des associations, opérant ainsi un changement de paradigme sur les modes de gestion publique. En effet, il encadre plus ou moins le secteur associatif et continue à le subventionner, même s'il n'est plus opérateur direct. C'est ce qu'on a vu là avec les distributions alimentaires. Et si des missions de service public sont transférées vers les associations, ça conduit à une bénévolisation de l'action publique, comme le montrent les distributions alimentaires portées par les associations face à un État qui est quand même relativement absent. Bon, le rôle instigateur du local constitue toutefois un levier d'innovation, puisque cette coordination a permis, on a envie de dire, d'être agile pour faire face à la crise sanitaire et proposer en quelques semaines de nouveaux dispositifs d'aide alimentaire. Et certaines distributions ont évolué en comptoir étudiant, comme je le disais. Et en plus des paniers repas, ce comptoir étudiant est destiné à réunir en un lieu un vivier de ressources pour répondre à diverses problématiques et limiter le non-recours. Pour cette dernière partie empirique, je vais me concentrer sur les communs sociaux et l'auto-organisation des étudiants eux-mêmes dans un contexte de sentiment d'abandon de la part de l'État et ses risques en termes d'assistance et d'action sociale de la part de l'État. Je l'expliciterai plus tard, mais quelle place a l'État-providence lorsque les associations pallient l'absence de l'État en termes d'assistance? Bon, les restrictions budgétaires, le désengagement continuel de l'État a montré ses limites dans le domaine de la vie étudiante et a remis sur le devant de la scène les formes préexistantes de solidarité communautaire. Donc, on entend par solidarité communautaire des actions dans un territoire donné à destination de groupes vulnérables partageant un même destin social partagé et perçu. Bon, en l'espèce, elles prennent la forme d'actions jugées plus efficaces comme un circuit de dons, de distribution alimentaire ou de tutorat que le Crous n'offre pas suffisamment ou alors selon des critères jugés trop rigides et peu lisibles en période de crise sanitaire. On a dans la notion de social commitment, cette question de l'engagement est plutôt intéressante à étudier à l'avenir dans la mesure où elle impose aux jeunes des contraintes où elle peut aussi affecter leur satisfaction concernant les politiques publiques ou leurs conditions de vie. Et à la condition fragile d'étudiants s'ajoutent des inégalités sociales et territoriales, et celles-ci se renforcent et se cumulent,
et créer un cercle vicieux spatialisé. Et cette dynamique cumulative mènerait à une désaffiliation vis-à-vis de l'État. Ainsi, les étudiants que j'ai interrogés ne se sentent plus soutenus par lui, alors que celui-ci met en place des aides pour d'autres catégories de population, notamment pour la crise sanitaire. Il y a donc une forme de défiance exacerbée par la colère et le sentiment d'abandon qui peut s'installer et qui peut conduire à une auto-organisation collective pour changer la donne. Comme je l'ai dit, ces nouvelles formes de solidarité ou communs sociaux en marge se construisent alors contre le politique et le manque de dispositifs étudiants d'urgence afin de rester maîtres de leur trajectoire. Prenant acte de la situation, des stratégies conflictuelles radicales comme les occupations de lieux pourraient prendre forme à côté de l'empowerment des actions communautaires, la mise en commun de ressources, par exemple les repas à prix libre, etc. Et ces actions amenuisent le rôle des administrations et organismes publics et créent une sorte de tiers secteur sur la base d'une économie collaborative et solidaire. Les individus doivent alors s'adapter face à un État de moins en moins prégnant, même que les communs sociaux réunissant le logement, la santé, par exemple, sont des missions de l'État. On émerge alors une période intermédiaire entre solidarité et l'auto-organisation inédite autour des communs sociaux. Donc, quelle place pour l'État dans tout cela? On peut s'interroger plus largement sur l'avenir des dispositifs qui ont été mis en place à Paris et subventionnés pour certaines par la ville. Est-ce qu'il y aura toujours des dispositifs universels et non conditionnés à des critères, comme ce qui peut se faire au Crous par exemple, mais aussi qu'adviendra-t-il des associations subventionnées par la ville une fois que la précarité étudiante ne sera plus d'actualité? Et où ces associations trouveront-elles les moyens logistiques et financiers? Est-ce qu'on verra une sorte de mécénat privé, d'entreprise ou autre, qui représentera une alternative aux subventions étatiques? Il faut savoir aussi que la question se pose réellement, puisque la situation budgétaire de la ville de Paris est très fragile, selon la Cour des comptes. Il y a une dette de 7,2 milliards, au point que certains demandent même que la ville de Paris soit mise sous tutelle. Donc, ces subventions d'associations sont plutôt en sursis. Et donc, on peut s'interroger sur le rôle des associations dans un contexte de lutte curative de la précarité étudiante. Est-ce qu'elles vont remplacer l'État social, l'État-providence? Est-ce qu'elles vont jouer le rôle social qui est initialement dévolu à l'État? Et là, plusieurs fils de réflexion peuvent être tirés. Les communs sociaux ou l'auto-organisation présentent plutôt également plusieurs écueils. Le premier est les inégalités de jouissance de droit. Il y a ainsi une rupture d'égalité tributaire des considérations et des initiatives personnelles et localisées. On part ainsi du postulat selon lequel la lutte contre la précarité étudiante marche s'il y a un tissu associatif et une densité de population, puisqu'on s'appuie sur le tiers secteur. Et qu'en est-il des territoires qui n'ont pas un tissu associatif aussi dense que celui parisien? Il y aura, on va dire, des trous dans la raquette si on part de cela. Et cela rejoint ainsi les limites de l'action sociale basée sur les initiatives privées, que la ville de Paris s'est appuyée sur les associations pour mettre en place des actions. La commune n'a eu plutôt qu'un rôle de coordination et d'apport de moyens logistiques et financiers dans une certaine mesure. Cela pose aussi les questions de la limite de la philanthropie. Est-ce qu'on va simplement financer et soutenir des initiatives qui permettent d'en tirer des bénéfices politiques alors que d'autres besoins insatisfaits, plutôt invisibles, sont laissés de côté? Vous le savez, la précarité étudiante a été l'un des grands sujets d'actualité pendant la crise sanitaire. Et on est dans un contexte d'élection cette année. Est-ce qu'on se dirige vers des campagnes peu coûteuses et plus symboliques qui correspondent aux tendances sociétales du moment pour se mettre en avant et tout reposer sur la dimension sociale des associations? Bon, en l'espèce, on rentre dans la définition même de la philanthropie, qui peut être comprise comme un acte désintéressé dont on espère tirer des dividendes. Et cela ne concerne pas uniquement l'échelon local, ce que je vais dire, mais plutôt que de mener une politique ambitieuse d'universalisation des droits des étudiants,
par exemple un revenu étudiant universel, comme en Scandinavie, on préfère montrer qu'on aide des milliers d'étudiants qui font mieux pour un panier alimentaire d'associations pour se prévaloir d'une quelconque politique sociale humanitaire. Par ailleurs, je vais revenir sur l'AILE que j'avais présenté assez succinctement tout à l'heure, qui est l'aide à l'installation en logement pour les étudiants, qui est une aide spécifiquement parisienne. Et quand on réfléchit à ce dispositif qui existe uniquement à Paris, quand l'État ne mutualise pas les aides sociales à l'échelle nationale, on court le risque de subordonner ces aides à des considérations locales, politiques et à des prédations locales et politiques. Ce sont des demi-mesures pour montrer que l'État fait quelque chose, on va dire. Et qu'est-ce qui garantit que l'AILE soit pérennisée si la gauche parisienne n'est pas réélue à la ville de Paris dans un prochain mandat? Et il faut savoir aussi, je parlais de la situation budgétaire de la ville, ce dispositif s'amenuise au fil des années car les dotations pour l'AILE diminuent et donc il y a moins de bénéficiaires au fil des années. Et ensuite, étant donné que ce tiers secteur associatif a intrinsèquement moins de moyens d'État dans son ensemble, on préfère imputer la responsabilité individuelle de chacun plutôt que d'assurer l'effectivité d'une matérielle et financière qui permettrait à tous de mener à bien ces études. On peut par conséquent se demander si la philanthropie doit être le socle selon lequel on va reposer nos politiques d'assistance et de politique sociale dans un contexte de néolibéralisme et de responsabilité individuelle. On tend aussi à externaliser des prérogatives initialement dévolues à l'État à des prestataires qui ne sont pas nécessairement compétents pour le faire. Et la délégation de l'assistance et du secours ainsi que la philanthropie pose la question même de l'efficacité des secours. Les initiatives privées sont bornées à la finalité de ses fondateurs. Autrement dit, le secours peut être catégoriel et des personnes dans le besoin pourraient ne pas en bénéficier. Par exemple, certaines religions, la nationalité, etc. Ou à contrario, la philanthropie peut être conditionnée à la médiatisation, donc ce qui fait mouche auprès des médias. Dans un autre registre, on assiste à un écart de financement entre les associations pour des maladies rares, alors que d'un côté, les associations de maladies chroniques sont plutôt invisibilisées et sous-dotées par rapport aux premières. Et pour revenir sur l'aide catégorielle, on peut prendre l'exemple des bureaux de bienfaisance dans la Troisième République. Des personnes dans le besoin étaient déboutées de l'assistance de l'Église car elles n'étaient pas des croyants, des paroissiens. Bon, dans l'ensemble, le problème de toute action charitable privée est la destination voulue par les fondateurs. Il y a donc un risque de fragmentation de l'aide qui ne pourvoit que soit très partiellement aux besoins, soit passe à côté de besoins primordiaux pour des catégories fragiles de la population comme le logement. Et l'État se désengage alors même que l'aide sociale a besoin de prise de hauteur afin d'apporter une assistance globale, puisqu'on sait que la précarité est multifactorielle. Et ce désengagement peut prendre alors une forme de sorte de sponsoring, comme on l'a vu avec les distributions alimentaires, où on appose un logo, où on affiche son logo dans les campagnes de communication, où on apporte des moyens financiers très loin des besoins des associations, etc. Et comme je le disais au début de ma partie sur les innovations locales, on s'appuie sur les associations pour l'action sociale en raison d'une proximité plus grande avec la population. Il y a une plus grande réactivité et une meilleure connaissance des problématiques du terrain. Je vais être un peu provocatrice, mais est-ce qu'il n'y a pas un certain cynisme de la part de l'État en sous-dotant les organismes qui s'occupent des conditions de vie des étudiants? Là, je parle des organismes publics tels que le Crous. Il y a une espèce de sous-dotation pour cultiver peut-être une politique de la caisse vide. Dans le cadre de ma thèse, j'ai mené des entretiens, comme je vous l'ai dit, et le Crous de Paris était littéralement submergé par la détresse des étudiants et les assistants sociaux de ce Crous étaient en sous-effectif. Comment aider tout un tas d'étudiants lorsqu'on est moins de 10 assistants sociaux au Crous? D'ailleurs, les salaires, mais aussi les conditions de travail également, étaient trop peu attractifs au point qu'il y ait eu de nombreux départs à ce moment-là. Et on le sait, les métiers du care sont
trop peu rémunérés et trop peu valorisés. David Graeber, dans ses travaux, montre que plus le métier participe à l'intérêt commun, moins on est payé, car on considère que la reconnaissance sociale est déjà importante et qu'elle suffit à constituer déjà un avantage. Bon, il y a les professeurs, par exemple, hein, ou ceux qu'on appelait les métiers du front lors du premier confinement et qu'on appelait à reconsidérer dans le monde d'après. Bon, c'est un autre sujet. Et donc, la politique de la caisse vide trouve sa source dans une idéologie qui pousse à se décharger sur d'autres acteurs. L'État organise donc sa propre incompétence en précarisant par l'inefficience les services administratifs. Cela peut représenter un caractère dissuasif qui favorise le non-recours aux aides institutionnelles et qui peut en plus fragiliser les étudiants en situation de décrochage ou encore avoir un effet catalyseur sur la précarité étudiante. Je parlais tout à l'heure des inégalités d'information, mais il y a aussi la complexité administrative qui peut favoriser le non-recours. Mais il y a aussi un caractère dissuasif pour les étudiants qui ont besoin des aides publiques de poursuivre ou continuer des études en supérieur ou encore inciter ces étudiants à avoir un emploi salarié qui peut mettre en péril leurs études. Cette politique de la caisse vide trouve aussi son origine dans le changement de paradigme du budget des collectivités territoriales avec la suppression progressive de la taxe d'habitation qui était une part budgétaire importante des communes. Elle se retrouve donc avec un budget diminué et une marge de manœuvre limitée. Est-ce donc plus la faute de l'État que des collectivités territoriales? C'est une question qui peut se poser. Et cela a des conséquences sur l'élargissement de l'action sociale par CCAS, qui est une des structures locales d'assistance, et peut expliquer pourquoi elles ne prennent pas en charge ces besoins nouveaux conjointement avec le Crous. C'est donc une problématique multifactorielle, puisque c'est structurel et financier, et cela peut conduire les communes à prendre des mesures en s'appuyant essentiellement sur les associations, puisqu'elles subissent le recul de l'État qui se défausse sur les collectivités territoriales dans un contexte de territorialisation et de décentralisation de l'action publique, tout en ne donnant pas forcément les moyens financiers nécessaires. Cela conduit donc les populations à s'auto-organiser et à organiser les actions sociales qui deviennent donc communautaires, puisque la responsabilité est, comme je le disais, de plus en plus individuelle que collective. Cela peut atomiser la société et l'action sociale dans son ensemble en postulant que l'individu devient de plus en plus maître de son destin, et c'est la notion même de communs sociaux. Pour finir, les conditions de vie et d'études sont une préoccupation majeure que l'État doit prendre en charge dans un contexte de massification de l'enseignement supérieur et d'économie de la connaissance. Notre économie est avant tout tertiaire, hein, et c'est pour cela qu'il est important de donner plus de moyens à l'enseignement supérieur et aux conditions de vie étudiantes. Et l'importance de la réussite étudiante au cours de la dernière décennie amène un déterminant. Comprendre les facteurs associés à la réussite dans l'enseignement supérieur et, in fine, concevoir des dispositifs favorisant la réalisation des libertés réelles ou capacité avec un environnement qui le permet, donc un environnement capacitant, cela est un enjeu majeur pour les acteurs qui travaillent à minimiser le nombre d'étudiants sortant sans diplôme. Et les conditions de vie des étudiants, le logement, travail étudiant, difficultés financières, santé, sociabilité, etc., sont ainsi intimement liées à la réussite universitaire. Et sur un plan plus action publique, le traitement des conditions de vie étudiantes est à l'image des risques de la territorialisation à la française. Elle peut être compliquée à mettre en place à cause d'un millefeuille territorial, entendu comme une illisibilité et une multiplication de dispositifs parfois très similaires mais non harmonisés. Cela peut favoriser le non-recours par un accès laborieux à l'information et des démarches parfois trop alambiquées. Ces balbutiements sont à mettre en parallèle avec l'auto-organisation des étudiants pour changer leurs conditions de vie quand on juge l'action de l'État lacunaire. J'ai fini là. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que j'ai été assez claire et je suis à l'écoute de vos éventuelles questions. C'est tout bon. Parfait. Merci beaucoup. La première...
La première question qui me vient, c'est là dans ton travail là, sur les collectes de tweets, est-ce que tu as pu isoler ou identifier les réactions ou l'usage en fait de ce hashtag par les associations elles-mêmes, par des associations étudiantes aussi, on va dire traditionnelles, les syndicats ou des assos qu'on connaît d'avant la crise sanitaire. Est-ce qu'il y a eu un usage de ce hashtag? Est-ce que ça a été utilisé pour mobiliser ou finalement, ça a été que des recours très individuels? Est-ce que ça, tu peux le voir ou pas encore? Ou du coup, que ça soit des individus qu'on sait être militants, je sais pas moi, à la FAGE, à l'UNEF, qui l'ont aussi relayé. Après, comme question, sur ces nouvelles associations, est-ce que du coup, avec ton terrain, est-ce que déjà tu as pu voir comment elles ont évolué? Est-ce que le fait que la crise, elle dure, tu l'as dit, finalement, le nombre de repas distribués, il est constant. Est-ce que ces assos, elles se professionnalisent, entre guillemets? Surtout que certaines, enfin en tout cas, ce qu'on avait pu voir dans les médias, tout le monde se souvient là de la queue interminable d'étudiants vers l'espace ESS, c'est des gens, c'est tous des salariés en fait là-dedans. Et dans les gens qui avaient lancé l'association, il y avait un ancien DIRCAB, je ne sais plus qui. Donc voilà, c'est pas des étudiants ou plus des étudiants. Du coup, est-ce que ces assos, elles se sont transformées? Est-ce que c'est les étudiants qui ont pris le pas, ou est-ce qu'au contraire, ça s'est professionnalisé, ou est-ce que ça fonctionne essentiellement sur du travail précaire, bénévole? Et du coup, également, est-ce que ces nouvelles associations, comment ça s'intègre avec ce qui existe déjà, mais côté étudiant? Alors effectivement, pendant le premier confinement, les universités étaient fermées, donc tout ce qui était Agorae ou les coopératives de l'UNEF qui existent encore se retrouvaient fermées. Mais du coup, est-ce que ces acteurs, est-ce que tu les as vus? Est-ce qu'ils se sont intégrés dans ces nouveaux projets? Ou est-ce qu'il y a une espèce de concurrence associative autour de ça? Parce que il y a aussi une question derrière ce service aux étudiants, il y a toujours des questions de représentativité aussi, hein, qui se posent. Donc, est-ce que c'est des choses, toi, que tu as pu observer, voilà, de concurrence entre acteurs? Pour le moment, ça sera tout. Du coup, tu veux peut-être d'abord répondre et après on passe à d'autres questions, ou tu préfères avoir toutes les questions d'abord? Alors, pour la collecte des tweets, là, comme je le disais, c'est vraiment des résultats très préliminaires. Donc, j'ai filtré sur une période donnée et sur l'Île-de-France. Mais justement, c'était ce que je comptais faire, notamment voir comment les organisations étudiantes ont utilisé ce réseau social pour mobiliser. Et toujours avec le machine learning, c'est tout à fait possible, l'effet de réseau. Donc, comment un tweet a été répandu sur le réseau social, qui a partagé, quels effets cela a eu, et qui a réagi et comment ils ont réagi, toujours avec l'analyse des sentiments. C'est quelque chose que je comptais faire dans le cadre de ma thèse. Et je vais peut-être faire un article là-dessus. Hein. C'est une méthode quand même assez innovante qui n'est pas trop utilisée en France. Donc, je comptais justement travailler là-dessus et voir l'effet de réseau. Et pareil sur le recours individuel ou de mobilisation, je compte affiner justement cette analyse dans les mois qui vont suivre. Sur les associations, sur ces nouvelles associations, alors celle qui est, je ne sais pas si je peux la citer, à l'espace ES, c'est quand même un cas à part. C'était une association qui existait déjà bien avant la crise sanitaire, et ils ont saisi ce contexte pour proposer des distributions alimentaires ouvertes uniquement à des étudiants. Et pour ceux qui ont demandé à la de Paris de leur mettre à disposition des locaux. Mais cette association, voilà, elle est organisée, mais elle repose surtout sur des bénévoles et des services civiques. Hein. Ce sont des services civiques qui organisent les distributions alimentaires et qui distribuent les paniers des bénévoles. Concernant les autres associations, dont une qui s'est créée et qui a été fortement médiatisée durant le confinement, elle repose uniquement sur du travail précaire. Hein. Ce sont uniquement des bénévoles. À ma connaissance, il n'y a même pas de service civique. C'est vraiment sur la base du volontariat.
Et il faut vraiment beaucoup de main-d'œuvre quand on a plus de 2000 colis distribués par semaine. C'est en cours de professionnalisation. On voit aussi qu'il y a un agenda politique derrière. Ceux que j'ai interrogés ont quand même des ambitions politiques, hein. Il ne faut pas se le cacher. De Paris, il y a aussi énormément de personnes qui étaient anciennement dans des organisations étudiantes, hein. On en retrouve dans les cabinets, on en retrouve dans les bureaux de la ville, etc. Concernant les associations entre elles, justement, c'est ce que je disais sur le millefeuille territorial. Il n'y a pas de coordination à proprement parler entre toutes les associations. Il y a la coordination qui est faite au sein de la ville de Paris, mais qui concerne que quelques associations sur celles qui sont existantes. Du coup, ça crée un millefeuille et on a du mal à avoir une lisibilité parfaite des dispositifs parce qu'elles ont toutes des critères différents, elles ont toutes des horaires différents, etc. Et concernant la concurrence, il y en a eu, notamment, comme je disais, dans un contexte de budget restreint et de subventions qui sont quand même assez restreintes au niveau de la ville de Paris. Il y a eu deux associations majeures qui ont été médiatisées qui ont rompu le contact entre elles. Elles devaient mener une étude conjointe sur la distribution alimentaire. Et au final, l'étude ne s'est pas faite, alors que la ville de Paris leur a demandé expressément de faire une étude conjointe. Donc oui, il y a eu des concurrences. Comme je disais, avec des motivations politiques, mais aussi médiatiques, puisque voilà, ces associations, à mon avis, représenteront un plein pour ceux qui y participent plus tard, notamment pour intégrer des collectivités territoriales ou continuer dans les métiers et comment elles travaillent entre elles. Il y a très peu de contacts, très peu de contacts entre elles, à part les deux associations que j'ai citées. Elles se connaissent, elles arrivent plutôt à s'identifier, mais pas plus en détail. C'est vrai que dans mon guide d'entretien, j'avais aussi posé la question de savoir aussi quel était leur lien avec les syndicats. Et les syndicats étudiants étaient quand même relativement absents de ce que j'ai compris. Bon, on retrouve quand même des anciens de l'UNE dans ces associations, mais elles étaient quand même assez absentes. Je ne sais pas si ça répond à tes questions. Jean-Philippe. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. La question est, vous parlez aussi d'auto-organisation et vous parlez d'anciens militants étudiants. Pour moi, les anciens militants étudiants, ce ne sont plus des militants étudiants. Donc, on ne peut plus considérer ça comme de l'auto-organisation. Est-ce que vous avez vraiment de l'auto-organisation avec des étudiants actuels qui se sont mobilisés, ou est-ce que c'est des anciens étudiants qui se sont solidarisés et du coup être comparés à de la philanthropie? Voilà, merci. C'est pour ça que je parlais à la fois d'auto-organisation et de philanthropie. Alors, il y a deux types à distinguer. Il y a effectivement de l'auto-organisation, puisque, mis à part une certaine association, la plupart des associations étaient constituées d'étudiants et ont été montées par des étudiants. Certaines distributions alimentaires, par exemple, sont subventionnées par la ville de Paris, mais aussi des aides psychologiques ou des aides juridiques qui sont faites soit par des étudiants en droit, et pour les aides psychologiques, faites par des étudiants en psychologie et supervisées aussi par des psychologues. Mais le socle principal de l'aide concernant la lutte contre la précarité étudiante a été faite par les étudiants. Après, effectivement, il y a certaines associations qui sont professionnalisées, composées d'anciens étudiants qui ont pris part aussi à cette lutte, mais elles représentent une infime partie quand même, notamment du comptoir étudiant. C'est vraiment de la paire aidance, et qui est aussi voulu par la ville de Paris, qui veut vraiment insister sur cette notion de paire aidance. Donc, on assiste vraiment à de l'organisation et des étudiants qui aident des pairs dans divers domaines. On voit aussi des solidarités qui existent, notamment pour les démarches administratives, notamment pour les étudiants étrangers. Les conseils juridiques aussi sont dispensés par des étudiants en droit, généralement en master.
Voilà, il y a de l'auto-organisation. Et la philanthropie, on la retrouve dans des associations justement composées d'anciens étudiants ou d'autres qui ou d'autres qui ont pris part aussi à cette lutte, mais qui ne sont pas nécessairement subventionnés et qui ont aussi une grande part de mécénat privé pour faire tourner les dispositifs. C'est ce que j'ai constaté aussi dans les entretiens. Il y a de plus en plus de mécénat privé des entreprises qui, par exemple, utilisent cette association comme intermédiaire pour donner une sorte de bourse à des étudiants qui sont dans le besoin. C'est en train de devenir assez prévalent quand même. Et bon, c'est l'association de l'État, puisque justement, une cadre associative me disait que justement, on n'avait plus le choix d'avoir recours au mécénat privé, puis les dotations publiques sont de moins en moins existantes. Donc, tout aussi, le secteur associatif repose sur des bénévoles ou sur des services civiques. Voilà, il y a la question du mécénat privé, mais effectivement, il y a deux choses à distinguer, l'auto-organisation et la philanthropie, oui, avec le mécénat. Et les communs sociaux? Les communs sociaux, alors, c'est une part de l'approche par capacité. Ça a été développé après Seine. Donc, c'est vrai que je ne me suis pas attardée sur les capacités. C'est quand même une notion assez complexe, c'est une approche économique qui est quand même assez complexe. Mais en tout cas, les communs sociaux viennent se greffer sur les capacités, donc sur la réalisation des libertés réelles. Et ces communs sociaux ont été développés notamment par Garnier et Zimmermann. Et ce qu'on entend justement par communs sociaux, un groupe d'individus qui partagent le même destin social, les mêmes conditions à peu près de vie, dans un espace localisé quand même restreint. Et ces personnes agissent sur leur trajectoire et deviennent maîtres de leur destin face à des dispositifs ou d'une action publique qui est quand même assez inexistante. Et donc, il y a un circuit parallèle qui existe. La paire aidance, c'est des dispositifs parallèles à l'État, comme justement des dons, des hébergements aussi, des héberges d'autres étudiants aussi en attendant qu'ils trouvent un logement. C'est aussi les repas à prix libre, etc. Et les limites de ces communs sociaux, c'est qu'on est vraiment aussi dans une vision libérale, de l'action sociale, puisque là, comme je disais, il y a un renversement pyramidal, puisqu'avec les communs sociaux, on part du postulat que c'est à l'individu d'agir sur son propre destin avec une vision plutôt communautaire. Et là, ça serait aux étudiants d'agir sur leur propre destin et il y a une responsabilité individuelle qui leur impute. Et le risque, c'est d'arriver à des conclusions qu'on entend parfois sur les étudiants. Si les étudiants sont pauvres, il faut qu'ils agissent sans intervention de l'État, qu'ils arrêtent d'être assistés, qu'ils trouvent du boulot à côté. Et là, c'est une réflexion qui est en train d'être menée. Est-ce qu'on va poursuivre les distributions alimentaires plus tard, alors que certains politiques, la crise sanitaire est passée selon eux, mais il faut vraiment distinguer la reprise économique avec une vision microéconomique. Ce n'est pas parce qu'il y a une reprise économique suite à la fin des restrictions qu'il n'y aura plus d'étudiants précaires, ou en tout cas d'étudiants précaires conjoncturels. C'est une question qui pose, en tout cas, la responsabilité individuelle est vraiment un des enjeux de l'action sociale de vie étudiante. Est-ce qu'on part du postulat qu'un étudiant doit absolument travailler à côté de ses études pour empêcher la précarité étudiante, ou est-ce que justement, ce n'est pas à l'État, comme en Scandinavie, de revenus étudiants en Scandinavie, par exemple, au Danemark, on n'a pas eu des scènes de files d'attente de centaines d'étudiants, tout simplement parce que là-bas, ils ont un revenu universel étudiant. La crise sanitaire n'a pas eu le même effet chez nous qui avons un système plutôt familiarisé d'aide, plus qu'un système universel comme il peut se faire en Scandinavie, ou en Suède, Danemark en tout cas. Merci. Moi, je voudrais, c'est à la fois un peu une question et puis deux remarques. Je pense qu'on sera d'accord que c'est pas la crise sanitaire qui a créé la précarité.
hein. Oui. Elle a accentué, ça a été plutôt révélateur. Donc, et parce que sur les questions ça fait un moment, sur les questions de logement, sur les questions même des étudiants salariés, parce que là encore, comme je le dis souvent, 40% d'étudiants salariés, c'est à peu près dans le même pourcentage que à la fin des années 40. Donc le pourcentage, il ne change pas. Évidemment, c'est la masse qui change parce qu'entre 40 000 étudiants salariés et 1 million, enfin qui travaillent, évidemment, ce qu'a tout de même la crise, je pense que c'est là où il faut rechercher qu'est-ce qui est spécifique, c'est la question de l'isolement. Effectivement, la précarité due à la désocialisation forcée par le confinement. Parce que si on compare d'un point de vue historique avec les moments de guerre ou de la libération en France, où la situation matérielle des étudiants était bien plus catastrophique, hein, si on se place d'un point de vue objectif, hein, des conditions de logement, de non-chauffement, etc., il n'empêche qu'il y avait des lieux de sociabilité qui continuaient à aller en cours et même des lieux d'organisation, que ce soit clandestins ou semi-clandestins pendant la guerre ou publics comme les associations d'étudiants, les AGE à la Libération. Donc vraiment, la question c'est les conditions d'isolement qui ont, je pense, décuplé, amplifié, hein, cette situation de précarité. Et effectivement, une fois que la crise sanitaire est ou serait passée, le retour à la normale, entre guillemets, ça ne résout pas la question de la précarité, hein, je suis tout à fait d'accord. Bon, moi, je voudrais insister sur la question du renversement pyramidal que tu soulignes. En fait, c'est un renversement de renversement. C'est un retour aux sources. Puisqu'en fait, qu'est-ce qu'on a eu, si on prend dans l'histoire du mouvement étudiant, un peu à l'instar du mouvement ouvrier, avec le modèle des sociétés de secours mutuels, puis des mutuelles, de l'entraide, des bourses du travail, dont le BUS, le Bureau universitaire de statistique, hein, était un élément. On a des créations étudiantes, hein, de solidarité qui sont appuyées plus ou moins soit par les municipalités, mais qui sont effectivement, on a du financement. On peut avoir du financement, de la mise à disposition de locaux gérés par et pour les étudiants. Bon. C'est la même chose pour la mutualité après-guerre. Donc là, je pense qu'il faut bien distinguer peut-être. Et puis après, il y a eu l'étatisation. Et là, est-ce qu'on n'a pas plutôt un retour aux sources où enfin les organisations et les associations étudiantes se sont réappropriées, sans forcément y réfléchir, le temps de la crise, ce qui était leur rôle. C'est-à-dire effectivement un rôle global non pas de philanthropie, parce que philanthropie, charité, ou alors on se place du point de vue de solidarité comme droit, hein, avec des droits sociaux, hein, au niveau du groupe étudiant. Donc, ça pose toute la question, c'est effectivement celui de... Il n'y a pas qu'un modèle de service public qui soit un service public étatisé, mais qu'on peut avoir un service public socialisé. Bon. Et donc ça, c'est... et effectivement, quand on compare d'un point de vue historique ce que sont les revendications étudiantes dans le 45 jusqu'au milieu des années 50, où c'était vraiment une revendication à la fois où on exige des moyens matériels de l'État, mais en même temps avec soit une autogestion, exemple de la mutuelle, de certaines cafétérias, de certains logements étudiants, soit de cogestion, comme ça a été le cas pour le CNO. Donc, c'est effectivement toute la question de quelle est la place des acteurs dans un service public et ce qui ne veut pas dire forcément une étatisation. Donc, donc ça, je pense que c'est dans la pratique, il y a beaucoup de choses qui ont été un peu des retours aux sources, parce que c'est une crise, et que dans toute crise, ce sont effectivement les acteurs sociaux au plus près du terrain
qui connaissent les problèmes et qui savent y apporter un certain nombre de réponses d'urgence, hein, qui doivent avoir et exiger des moyens. Donc après, il faut passer de cette phase de crise à une phase où on peut, entre guillemets, institutionnaliser, réguler ou rendre de manière pérenne une place aux associations. Quand je dis associations, c'est associations, syndicats, toute forme d'organisation collective étudiante pour gérer leur présent. Et réfléchir à l'avenir, parce que moi, ce que je pense, c'est qu'il faut effectivement distinguer les conditions matérielles réelles du ressenti. Bon. Et par exemple, moi, je me suis opposé à la notion de génération sacrifiée, qui a peu de sens si on la compare avec ce qui s'est passé dans d'autres générations, pour d'autres générations précédentes, avec les conditions matérielles beaucoup plus dures, hein, pour certains, dans un milieu plus petit. Hein. Donc, où effectivement, par contre, le sentiment d'un avenir fermé, et c'est ça qui comptait pour ces anciennes générations, c'est que les sacrifices du moment allaient être compensés dans le futur. C'est-à-dire qu'effectivement, y compris pour des étudiants en médecine, hein, qui est issus de milieux populaires, hein, bon, parce que il y a une minorité qui existe, hein, qui existait et qui existe, c'est des gros sacrifices avec l'idée de après, il y a une perspective. Et effectivement, aujourd'hui, le problème, c'est les sacrifices qu'on fait dans le présent, c'est le doute sur l'avenir. Bon. Et je crois que c'est ça qui pèse énormément sur le monde étudiant, hein, ou une grande partie de la précarité étudiante. Hein, voilà, c'est tout. Alors, je ne sais pas, oui, je sais pas s'il y a d'autres questions peut-être dans la salle virtuelle. Mis à part Jean-Philippe, je vous invite peut-être de prendre directement la parole. Sinon, je vais poser une question et après, je laisse aussi Julie. Voilà. Oui, alors, je vois Oui, que… oui, bonjour. bonjour. Je pense, oui, voilà. Bonjour. Bon, désolé pour le nom qui ne correspond pas. J'ai eu un problème informatique, donc j'ai emprunté un ordinateur. Merci beaucoup pour cet exposé très intéressant. Je me présente rapidement. Donc, mon véritable nom, c'est Adrien Delespierre et je réalise, j'ai fait une enquête par entretien auprès des étudiants de la région PACA pendant le confinement et la crise sanitaire. Et du coup, j'aurais aimé poser la question de ça. Enfin, voilà, est-ce que vous avez eu l'occasion aussi dans vos entretiens, d'interroger des étudiants qui étaient de l'autre côté du guichet, des étudiants précaires ou demandeurs, enfin voilà, d'aide alimentaire, psychologique, médicale? Oui, enfin voilà, qu'est-ce que vous en tirez? Enfin, je pense que ça, en tout cas dans les entretiens que j'ai pu réaliser, et si vous souhaitez par la suite, on pourra en discuter plus longuement, mais disons, ça complète ou ça prolonge en tout cas très bien ce que vous avez montré, aussi dans le sens où on voit que les aides qui sont apportées, par exemple, enfin, d'une part en termes d'inégalité d'accès aux droits, et puis aussi sur le fait que certaines aides qui sont apportées répondent très imparfaitement aux besoins ou sont parfois en décalage, ou même si on se prend d'un point de vue bureaucratique ou d'une efficacité un peu technocratique de l'aide aux étudiants, sur le papier, il y a bien une aide qui est apportée, mais en réalité, elle ne répond pas véritablement aux besoins, et donc il y a une sorte aussi de décalage ou d'incompréhension entre les spécialistes de la prise en charge au sens large, que ce soit les associations, les pouvoirs publics, et puis les étudiants précaires dont les besoins réels et puis évidemment enfin voilà, en général, les soucis sont pas forcément compris, perçus comme il faudrait. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Alors, concernant les entretiens dans les distributions alimentaires, je n'en ai pas réalisé. En tout cas, pas pour l'instant, parce qu'il y avait déjà des acteurs en fait, qui menaient des études tout du long. Là, il y a l'IN en ce moment, il y a le SAMU social. C'est vrai que ça faisait peut-être un peu trop pour les étudiants qui
voilà, viennent chercher un repas et qui ont multiples acteurs qui leur tombent un peu dessus pour répondre à des questionnaires, etc. Donc, pour l'instant, j'ai préféré éviter. Je compte le faire, mais justement, je pense qu'on va aller dans les mêmes conclusions si effectivement je fais des entretiens. Mais en tout cas, au niveau plus quantitatif, j'ai mené notamment des études sur non-recours donc à Paris, notamment dans un chapitre qui va être publié à l'OVE. Et justement, ça montre que, par exemple, pour l'aide de la ILE, l'aide au logement pour les étudiants à Paris, à peu plus de 30% des bénéficiaires l'ont connu grâce à leurs proches. Ça pose des questions en termes de confidentialité en fait, du dispositif. Et ça pose la question justement des inégalités d'information. Et là, on retombe pile sur l'approche par la capacité, puisque justement, certes, il y a la liberté, en tout cas, l'accès à ce dispositif est de droit pour tout étudiant boursier, mais est-ce que derrière, il y a une liberté réelle, en tout cas, de faire la demande? Ce n'est pas vraiment le cas. Pareil pour la maison des initiatives étudiantes, là où se situe le compte étudiant. C'est presque, j'ai envie de dire, pas de la cooptation, mais en tout cas, les étudiants connaissent la MIE grâce à d'autres étudiants qui font partie des associations accueillies par la MIE. Donc, il y a vraiment des inégalités d'information qui sont criantes et qui sont préoccupantes sur l'accès aux droits des étudiants, et le non-recours aux aides institutionnelles pour les étudiants est très, très peu étudié, et ça mérite d'être investigué. Mais justement, oui, il y a de multiples inégalités. Justement, par exemple, pour la ILE, c'est fait pour les boursiers, mais dans les faits, la majorité des bénéficiaires sont des boursiers, mais boursiers 0 ou 0 bis, voire 1. Donc, on écarte de fait les boursiers 5 et 6 qui auraient peut-être plus besoin de l'aide pour se loger à Paris, mais ça s'explique aussi par des critères qui sont budgétaire, c'est qu'on a exclu de facto les étudiants qui étaient en résidence Crous. Et comme je le disais, le LE s'amenuise petit à petit, et on crée justement une confidentialité du dispositif. On ne fait pas trop de pub parce que s'il y a trop de demandes, toutes les demandes ne seront pas satisfaites, et on aide de moins en moins d'étudiants. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, oui, tout à fait, merci. Et puis, je serais très intéressé si vous publiez un de vos titres. Du coup, éventuellement, je pourrais vous réécrire voilà, dans la foulée, comme ça, je serais très intéressé pour lire ce que vous publierez. Merci beaucoup. Du coup, je vais rebondir sur ce qu'a dit Roby et puis sur ce qu'a dit Adrien aussi. Juste quand tu parles de renversement de la pyramide, moi, je le vois pas tout à fait de cette façon-là, parce qu'en fait, moi, j'ai l'impression, mais voilà, c'est pareil, c'est plus une impression. Et du coup, Kenza, tu nous diras, toi, comment tu le vois de l'intérieur, qu'en fait, la gestion de cette crise et le fait qu'il y ait des nouvelles associations qui se créent, qu'on est en plein finalement dans le modèle de dérégulation des services publics, et par les associations, en fait, ce qu'avait montré Élie dans sa thèse sur en fait, cette délégation de services publics auprès des associations, ça coûte beaucoup moins cher, ou du coup, on les met en concurrence, ou on crée des formes de travail précaires. Donc, en fait, voilà, est-ce que c'est vraiment un renversement du renversement, ou est-ce que, ou est-ce que finalement, on est face à un truc aussi nouveau, et comment on arrive à tout déréguler en passant par des associations, et donc finalement quelque chose qui est aussi socialement très acceptable, en fait, hein. C'est acceptable de voir des associations s'occuper de l'aide alimentaire, alors que ça le sera beaucoup moins quand on verra qu'effectivement, comme tu le disais, il y a aussi du privé, en fait, hein, qui a l'air de se mêler de ça. Et du coup, ça fait écho à une autre remarque, et justement à ce qu'a dit Adrien sur la question du cadrage de cette action, parce que effectivement, là, tu nous as parlé d'aide alimentaire. C'est ce que font ces associations, alors que dans ton introduction, ce que tu montrais bien, c'est qu'en fait, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que les conditions matérielles, et que dans les conditions matérielles, il y a la question du logement, il y a tout un tas d'autres trucs. Et finalement, on s'est beaucoup focalisé là-dessus dans les médias. Il y a l'air d'avoir à peu près que ça. Et ça me fait penser, alors c'est juste une anecdote, hein, mais pour montrer ce désajustement, alors je sais plus, je crois que c'était pendant le premier confinement, l'université de Lille ou le Crous de Lille, je sais plus exactement, a distribué des cartes de supermarché aux étudiants du Crous.
Et ça les a globalement tous mis très en colère parce que ce qu'ils expliquaient, c'est qu'en fait, l'accès à l'aide alimentaire, ils l'avaient déjà. Par contre, ce qu'ils avaient du mal, c'est payer leur loyer Crous parce que en fait, le Crous n'a pas suspendu les loyers. C'est payer Internet, c'est payer mettre de l'essence dans leur voiture parce que il y a des campus à Lille qui sont quand même assez excentrés. Et ça, finalement, voilà, on leur a donné un bon alimentaire dans un supermarché ce qui correspondait absolument pas à leurs besoins. Donc effectivement, les syndicats étudiants s'étaient un peu mobilisés là-dessus. Donc voilà, c'était juste ma remarque. Il faut même rajouter, attends, je rajoute une précision parce que c'était un peu, quand je dis renversement du renversement, il n'y a jamais un retour, il y a une spirale. Ce que tu dis est juste, et bien sûr qu'il y a un désengagement de l'État. Mais non, mais c'est pour souligner le fait qu'on n'est pas dans une alternative binaire entre soit c'est étatisation, soit c'est désengagement de l'État au profit des associations qui gèrent la misère. Voilà, c'est qu'il y a d'autres voies possibles avec une responsabilisation de la puissance publique. C'est tout. Oui, non, je suis d'accord. Non, c'est pas une logique binaire, hein. Mais en tout cas, oui, comme le disait Julie, on assiste à une dérégulation. J'arrive pas à parler. Bon, bref, du service public, des ajustements. Non, mais ce dont tu parlais, Julie, sur les cartes de supermarché, c'est ce que j'ai remarqué aussi à Paris. Ce que j'en concluais, c'était qu'il y avait une sorte de contrôle des précaires, un espèce de contrôle social. Même le Crous, au lieu des aides financières, donnait des aides en nature, donc des cartes numériques que les étudiants pouvaient uniquement utiliser dans les supermarchés, acheter de la nourriture. Est-ce qu'il n'y a pas justement un espèce de contrôle social des étudiants précaires, comme il peut se faire pour les bénéficiaires du RSA, par exemple, voir s'il n'y a pas d'abus, traquer le moindre abus parce qu'on leur donne des aides financières. Est-ce qu'ils ne vont pas justement abuser de cette aide pour s'acheter autre chose? Et ça pose aussi cette question, est-ce qu'on passe aussi d'aides financières à des aides en nature pour contrôler les étudiants parce qu'on le considère aussi comme irresponsable? Ça pose aussi, comme je disais, la question de la responsabilité individuelle. Et il y a même des débats, justement, qui ont lieu à Paris sur les distributions alimentaires universelles. Certains voulaient restreindre l'aide aux distributions alimentaires parce qu'il y avait des abus. Certaines personnes considéraient que des étudiants abuseraient de cette initiative pour récupérer des repas alors qu'ils n'en avaient pas besoin. C'est quelque chose qu'on a souvent entendu. Et voilà, non, mais je voulais justement revenir sur cette question du contrôle des nécessiteux, enfin, en tout cas des étudiants précaires, hein. Oui, alors, est-ce que tu m'entends toujours? Enfin, parfait. Alors, j'y vais avant qu'une autre personne prenne la parole. Alors, des questions. Je vais être un peu rapide. Une question sur ta méthodologie. Je ne me souviens plus, peut-être que dans les diapos, tu l'as déjà montré, mais combien d'entretiens tu as déjà pu effectuer? Et surtout, combien d'entretiens avec des responsables ou juste des bénévoles d'associations? Et est-ce qu'il y avait du coup ces pistes avec un engagement un peu plus durable des étudiants, enfin des syndicats étudiants en fait? C'est juste ça, s'il y avait dans les Agorae par exemple. Je te donne un exemple de la phase, enfin un exemple concret. Ça, c'était une question méthodologique. Et une autre question un peu plus, enfin que ça m'intéresse moi personnellement pour mes propres recherches. Est-ce que tu as parlé un tout petit peu, enfin, tu nous as présenté beaucoup de choses et on te remercie infiniment pour ça. Mais du coup, tu as présenté un tout petit peu, enfin, tu as mentionné, parce que justement, c'est une présentation, tu ne peux pas tout nous dire pendant une heure quand même. Du coup, sur les inégalités
entre femmes, hommes, du coup, étudiantes, étudiants. Est-ce que dans ton objet de recherche, tu inclus aussi la précarité prémenstruelle, toutes les questions un tout petit peu intimes? Enfin, voilà, je rentre peut-être dans un sujet un peu plus intime, mais du coup, voilà, mais voilà, il fallait que je pose quand même la question. Merci. Alors, concernant la méthodologie, j'ai interrogé 15 acteurs locaux et 30 étudiants. Je souhaite réinterroger une seconde fois avant la fin de ma thèse. C'est peut-être un échantillonnage qui vous paraît réduit, mais j'ai une thèse qui est majoritairement quantitativiste. En fait, je travaille sur la base de données de l'OVE majoritairement et je fais des évaluations quantitatives des dispositifs de la ville de Paris. Mais bon, j'ai quand même tenu à avoir une méthode mixte, notamment pour les capacités, en tout cas pour retracer la trajectoire étudiant. Je les interroge sur leur arrivée à Paris, s'ils sont des cohabitants, leur entrée dans l'enseignement supérieur, comment ils vivent leur expérience d'étudiant, et tout en abordant aussi les questions de vulnérabilité. Mais je les interroge aussi sur leur avenir, sur leur perception de l'avenir. Et là, c'est vrai que j'ai introduit la notion d'insécurité écologique. C'est vrai que c'est une question qui commence à se poser chez les jeunes. C'est une des préoccupations les plus importantes chez les jeunes. Donc, c'est un train qui est très large, vraiment pour retracer leur trajectoire. Et je couple ça justement avec mes analyses quantitatives. Et concernant la précarité menstruelle, c'est un grand sujet à la ville de Paris. Il y a des actions qui sont menées pour la précarité menstruelle. Je ne sais pas encore comment je vais l'aborder dans ma thèse. Ça va être une évaluation du dispositif en interrogeant les bénéficiaires et les acteurs locaux ou pas. Mais c'est des dispositifs qui sont assez récents dans mon terrain, mais que je souhaite aussi faire dans le cadre de mon travail de chargé d'études à la ville de Paris. Oui, parfait. Merci beaucoup. Du coup, je vois qu'il y a aussi une autre personne qui souhaite prendre la parole dans la salle virtuelle. C'est à Oui. vous. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Très bien. Parfait, merci. Du coup, je me présente rapidement. Moi, c'est Quentin Jeunelot. Je suis doctorant en sciences politiques à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté. Et je suis en première année de thèse. Je réalise une thèse sur le rôle des étudiants comme acteurs des politiques d'enseignement supérieur. Donc, je vais aussi m'intéresser un petit peu à ces sujets. Et j'avais juste aussi sur les questions, on va dire, des associations étudiantes qui se mobilisent pour mettre en place des projets de lutte. Ce que j'ai pu aussi observer, c'est qu'on a aussi plusieurs visions même de l'aide au niveau de la précarité étudiante. Donc, on a non seulement une délégation par l'État de l'action de service et d'aide au niveau des étudiants, mais on a aussi une réappropriation de la part des associations étudiantes, notamment sur la question de l'accès à l'aide, dont on parlait un petit peu tout à l'heure, avec des associations qui décident de donner des denrées alimentaires à tous les étudiants qui se présentent et d'autres qui mettent en place des dispositifs en lien avec le CROUS, coordonner une évaluation avec les assistantes sociales du CROUS. Et donc, on a aussi, on va dire, plusieurs modes d'action de la part de ces organisations étudiantes conformément aux valeurs et aux projets qu'elles défendent. Donc, c'était quelque chose que je trouvais intéressant. Et puis, une autre remarque aussi sur la question de décentralisation publique, c'est quelque chose que aussi j'ai pu voir vis-à-vis de l'action des collectivités territoriales pendant la crise sanitaire et de manière générale, en fait, des institutions qui interviennent sur ce champ, c'est aussi la concurrence qu'il y a pu avoir entre les institutions pour avoir le contrôle sur la coordination de ces actions. Par exemple, la question du CROUS, qui se sent, on va dire, légitime comme acteur social pour pouvoir coordonner ces actions-là, mais de l'université, par exemple, dans l'université, ça a été le cas, qui a créé une commission destinée à coordonner les solidarités étudiantes et qui, du coup, entraîne aussi des oppositions. Et il y a tout un champ, on va dire, politique de conquête pour savoir qui sera un peu, on va dire, qui pourra coordonner toutes les initiatives. Donc voilà, les associations étudiantes non seulement se réapproprient aussi ces initiatives, mais en plus sont sous le feu des différentes actions des collectivités, des institutions qui défendent leur propre intérêt. C'est quelque chose aussi que j'ai remarqué. C'est vrai que bon, voilà, il y a des luttes d'influence, il y a des jeux de pouvoir. Et c'est vrai que l'apparition de ces
ces nouveaux dispositifs réinterroge le rôle en fait du Crous, qui était l'instigateur des dispositifs pour les étudiants. Et on peut aussi s'interroger sur le devenir du Crous. Est-ce qu'il ne va pas être intégré dans les universités, ou est-ce que le Crous va disparaître au profit d'un nouveau, une espèce de nouveau service dans les collectivités territoriales, peut-être régionales, intégré dans les conseils régionaux, etc. Ça réinterroge vraiment la place du Crous dans son intervention sur les conditions de vie étudiante. Enfin, c'est qu'on va peut-être voir à l'avenir, mais c'est vraiment une question très intéressante sur la place des acteurs traditionnels et historiques. Ouais. Et puis pour rebondir aussi là-dessus, c'est vrai que les Crous ont montré avec le système centralisé, avec le CNUS, il y a eu ces problèmes de financement que tu pointais tout à l'heure, notamment au niveau du nombre d'assistants sociaux pour accueillir les étudiants. Et c'est vrai que face à ça, les universités développent un discours politique, notamment France Université, toujours dans la question de l'autonomisation et d'avoir plus d'autonomie. Et puis on sent en tout cas, même si c'est quelque chose qui reste encore à analyser, on va dire, mais je pense que ça peut être une piste intéressante, que les universités ont aussi vocation à gratter du terrain sur cette action sociale et cette action d'aide des étudiants. Donc c'est vrai que ça interroge un peu l'évolution du rôle des universités sur ce sujet dans les années à venir. Parfait. Ben, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent intervenir, poser des questions? Oui. Bonjour. Jauven Launay, je me présente également très rapidement, doctorant à l'Université d'Angers en première année en sociaux. Je travaille sur des sujets similaires. Tout d'abord, merci Kenza là, pour ta présentation, c'était très intéressant. Et j'avoue là que je très étroitement les réflexions également de Quentin sur le rôle des établissements universitaires et des éventuelles concurrences entre d'autres services. Je ne vais pas revenir sur cette question-là. Moi, il y a une question qui me travaille, c'est autour de tu nommes les communs sociaux. Ce serait de savoir si tu as un regard sur la place des formes de solidarité étudiante, mais qui ne sont cette fois-ci pas organisées, qui ne se traduisent pas forcément par des dispositifs qui restent peut-être encore aujourd'hui relativement informels, presque interindividuels. Je pense notamment à des formes d'hébergement entre les étudiants, mais qui sont justement pas traversées par des formes de dispositifs. D'étudiants qui, entre eux, de fait, vont s'héberger, qui vont se prêter du matériel. On parlait tout à l'heure d'analyse autour de Twitter. Je crois aussi que sur d'autres réseaux, notamment sur des pages Facebook d'entraide étudiante, il y a peut-être matière aussi à réfléchir sur la manière dont les étudiants peuvent aussi s'entraider sans forcément passer par des formes organisationnelles ou des très structurées. C'est une question que je me pose. Est-ce que ça a toujours plutôt existé? Est-ce que depuis la situation sanitaire que l'on a connue, ça a tendance à devenir de plus en plus important? Je ne sais pas trop, mais ouais, c'était une question pour savoir si tu avais un regard sur ces questions-là. Aussi, ça reste relativement invisible. C'est certainement aussi difficile d'observer ces formes de solidarité non organisées ou informelles. Alors, je ne me suis pas vraiment intéressée par tout ce qui était solidarité individuelle, parce que c'est difficile quand même je sais pas, à quantifier, en tout cas à définir. C'est très, intrinsèquement, c'est quand même très disparate. Je sais pas comment dire, mais j'ai trouvé que c'était quand même assez difficile à percevoir. J'ai eu des petits bouts quand même en entretien avec les étudiants. Je sais que il y avait une étudiante algérienne qui me disait qu'ils avaient un groupe Facebook entre tous les étudiants algériens de Paris, pour s'aider justement sur les problèmes de visa, sur est-ce qu'on peut m'héberger pour telle semaine, et puis les autres répondaient viens chez moi, etc. Donc c'est quelque chose qu'on m'a dit en entretien, mais que je n'ai pas étudié moi-même. Comme je disais, c'est quand même assez disparate et je n'arrive pas
à définir une méthodologie là-dessus. Justement, c'est la limite de mon terrain aussi. Bon, c'est vrai que je ne peux pas tout faire en 3 ans, mais en tout cas, oui, c'est une question qui est quand même à investiguer. Bon, cette histoire de solidarité interindividuelle, qui fait entièrement partie des communs sociaux, hein. C'est vraiment des aides parallèles et peut-être pas concurrentes, mais en tout cas qui coexistent avec celle de l'État et celle du tiers secteur. En tout cas, c'est une question très intéressante. Alors, merci encore. Est-ce qu'il y a d'autres réactions dans la salle virtuelle? Manifestez-vous. C'est le moment. Sinon, oui, J'ai Quentin? fait Oui. une toute petite question qui n'est pas destinée forcément à Kenza. C'était de manière générale, on parlait tout à l'heure de renversement et du fait que les associations se retrouvaient à pouvoir gérer un petit peu des choses. Je trouve que là, à l'heure actuelle, est valorisée l'action des associations en termes de précarité étudiante, mais pas forcément les actions, pas forcément les associations en elles-mêmes, qui sont très nombreuses et en fait, du coup, on identifie plutôt leur action plutôt que la structure elle-même. Et je me demandais si, à l'époque de la cogestion, les organisations étudiantes, enfin surtout l'UNEF, en fait, étaient vraiment identifiées comme un acteur, comme l'acteur qui mettait en place tous les projets dont on a parlé, ou si seulement c'était un peu la même chose avec seulement leur action qui était valorisée. Parfait, merci beaucoup. Je passe directement la parole à Roby. Oui. C'est déjà ouvert. Oui, de toute façon, c'est difficile de comparer parce que dans les années 40, fin des années 40, années 50 et encore même début des années 60, les associations étudiantes, c'est l'UNEF et ses AGE. Donc, on a justement une dimension syndicale de solidaire qui correspond un petit peu à l'esprit du syndicalisme naissant fin 19e, début 20e. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, en général, quand on parle des associations, c'est pour ça qu'à la limite, nous, on parle d'engagement, on est passé sur un mouvement ou engagement étudiant multiforme. C'est que ça peut regrouper, et on l'a vu, des associations membres de la FAGE ou l'UNEF ou d'autres, séparément ou ensemble, qui ont agi sur ces questions de précarité. Alors, c'est très intéressant parce que du point de vue de l'actualité, on a à force de dire, alors pour l'UNEF, pour Solidaire, la FAGE était un peu épargnée par ce discours. Oui, l'UNEF ne s'occupe que d'une minorité, des questions des minorités, du langage inclusif, du voile, alors que c'est les médias qui prenaient plutôt cet angle-là. On a vu au moins dans les médias un intérêt et une information sur les rôles et ce que faisait à peu près l'ensemble des organisations étudiantes en la matière à ce moment-là. Mais c'est vrai que c'est tout entendu. Bon, alors voilà, mais c'est vrai que c'est difficile on peut comparer, mais on n'est pas dans les mêmes, structurations du mouvement, du monde étudiant. Alors, si je peux me permettre, en fait, vu que je vois que vous êtes plusieurs à travailler plus ou moins sur déjà à être nouveaux chercheurs ou nouvelles chercheurs, enfin jeunes chercheurs, etc. Je pense que là, on a vraiment dépassé ça va dépasser un tout petit peu ces premiers séminaires. Il faut absolument qu'on reste, si vous voulez bien, en contact pour qu'on puisse peut-être organiser même d'autres séminaires, voire ateliers sur cette thématique, avec aussi un axe, peut-être que ça pourrait aussi vous aider sur vos recherches, un axe historique, parce que c'est ce que Quentin a posé comme question. Elle est très importante, justement, pas pour faire la comparaison, pour comparer des choses qu'on ne peut pas comparer forcément, mais dans une ligne historique, on pourrait montrer d'autres exemples ou juste en avoir voilà, un tout petit peu et faire un tout petit peu l'histoire. Et ça, c'est plutôt le rôle du germe, il me semble,
ensemble à les faire. Du coup, si ça vous intéresse, on pourrait, de toute façon, avec la plupart d'entre vous, on est déjà en contact, mais ça me fait plaisir vraiment de vous voir, même si ce n'est que virtuel. Merci infiniment, Kenza, et je pense qu'il faut absolument qu'on reste en contact pour qu'on puisse réorganiser une discussion, peut-être ou un atelier sur cette même thématique, que vous puissiez aussi, qu'on puisse, enfin voilà, il faut qu'on trouve une autre manière aussi de communiquer. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, je voulais aussi vous parler, je me lance juste comme ça, vu que vous êtes aussi plusieurs jeunes chercheuses et chercheurs, à vous parler, mais peut-être que vous l'avez déjà vu, mais ce n'est pas grave, je vais la répéter, des journées qu'on organise en Inter sur les engagements étudiants contemporains. Ça sera, vous pouvez d'ores et déjà nous envoyer un petit résumé. C'est l'appel à projet sur le site du GERM même, GERM Informe. Vous pouvez prendre contact de toute façon directement avec nous, c'est ça que je voulais dire, mais vous pouvez aussi, si vous voulez, pas juste venir et assister sur ces journées, mais aussi proposer des choses parce que ça pourrait être vraiment intéressant. Ça, c'était pour les côtés journée, pour que vous puissiez aussi valoriser vos travaux. Mais je pense qu'il faut qu'on puisse aller aussi un peu plus loin sur les thématiques que je vois, que je découvre, que vous êtes plusieurs à travailler, et je me réjouis vraiment. Du coup, voilà, il faut quand même qu'on puisse vous créer un espace d'échange un peu plus pérenne entre guillemets. Voilà, c'était ça pour de mon côté. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Voilà, vas-y. Voilà. Et du coup, le mot de la fin, je me permets du coup de vous annoncer le prochain séminaire du GIS Engagement étudiant. Donc, qui aura lieu donc, de la même manière en hybride. Donc, vous pouvez venir nous voir à Aubervilliers si vous n'êtes pas trop loin. Ça sera avec plaisir. On est sympa. Sinon, voilà, ça sera aussi en hybride sur Zoom. Donc, ça sera le jeudi 31 mars, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Et on recevra donc Aden Gued qui va nous présenter en fait une partie des travaux issus de sa thèse. Donc, lui, il a travaillé en fait généralement sur la question de la parentalité étudiante. Donc, il nous présentera un petit peu une histoire, pas complète, à partir de 3 temps et de lutte et de mobilisation sur la question des étudiants parents, ou de la parentalité étudiante, comment ça a été pris en compte par les organisations étudiantes, par les politiques de vie étudiante dans les CTU, etc. Voilà. Donc, il reviendra un petit peu là-dessus dans une perspective un peu socio-historique. Donc ça sera le 31 mars, même endroit, même heure. Et dernière petite chose, pour celles et ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi nous laisser dans le chat votre mail. Comme ça, si vous le souhaitez, vous pourrez être inscrit à la mini-liste du GERM et comme ça, vous recevrez plein d'infos. Si tu veux présenter le travail que tu fais. Du coup, il y a plein de choses dessus. Voilà, non, si vous voulez, c'est pas on a un projet de lettres, mais plus large, GERM, Cité, GIS. Mais on a au niveau du GERM une petite lettre qui est destinée aux chercheuses et chercheurs qui communiquent, qui viennent avec nous avec des éléments d'information, d'actualité, des bibliographies. Et donc, vous pouvez tout à fait écrire et sur le chat et écrire directement sur l'adresse du GERM, qui est sur le site du GERM. Donc, germ@germinforme.fr. Et on sera effectivement heureuses et heureux, ravis de vous revoir et que vous participiez, c'est-à-dire non seulement que vous assistiez, mais vraiment participer à ce groupe de recherche. Voilà. Tout à fait. Merci beaucoup pour... on va récupérer déjà, on va récupérer vos mails. Merci beaucoup. Et on va rester en contact et on va essayer de vous proposer aussi d'autres initiatives prochainement. Au revoir. Au revoir. À bientôt, j'espère. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous. Merci Kenza. Merci beaucoup, c'est super.